va essayer de vous parler pendant 1 heure des effets du Covid sur le droit de la vente immobilière. Alors déjà, nous sommes, Coralie et moi, bien sûr, honorées et très heureuses d'être là. Premièrement. Deuxièmement, nous sommes, par rapport à ce qu'on va vous dire, extrêmement modestes, compte tenu du fait que depuis le début, on a été amené à beaucoup évoluer dans le cadre de nos analyses, évoluer du fait des textes, évoluer du fait de la pratique qui est en train de se mettre en place. Et donc l'analyse qu'on va vous faire aujourd'hui est une analyse à date de l'état de la situation telle qu'on l'a analysé, tel qu'on le perçoit et tel qu'on le pratique. Alors en fait, ce qui nous a paru intéressant de vous dire par rapport au droit de la vente immobilière, c'est que en fait, ce qu'on constate, c'est que la vente immobilière aujourd'hui, elle a été extrêmement bousculée. Et elle a été bousculée à 2 titres. Elle a été bousculée premièrement à cause des textes qui ont été pris par le gouvernement. Et vous allez voir la manière dont ces textes ont été amenés à évoluer dans les derniers 2 mois montre que le fait qu'elle soit bousculée a été une vraie réalité. Et deuxièmement, bien sûr, la vente immobilière est bousculée par les circonstances, puisque le confinement, l'arrêt du chantier, les impacts économiques, par définition, vont avoir des incidences sur l'ensemble des actes qu'on est amené à signer, que ce soit les promesses, les ventes aux particuliers, les VFA aux particuliers, les VFA aux institutionnels, les contrats de financement, etc., etc. Et donc on va essayer de vous exposer ça au fil de notre intervention. Donc premièrement, premier élément de notre intervention, les effets des textes sur la vente immobilière. Alors, comme ça a été dit à plusieurs reprises lors des différentes interventions, on a une loi du 23 mars qui déclare l'état d'urgence sanitaire et habilite le gouvernement à prendre des mesures à compter du 12 mars et l'habilite à légiférer par ordonnance. Au regard de ce texte et des ordonnances qui ont été prises, en fait, il y en a une essentiellement qui va avoir des incidences extrêmement importantes sur la vente immobilière, c'est l'ordonnance 2020-306 du 25 mars 2020 qui vise à adapter les délais échus pendant la période d'urgence sanitaire. Et en fait, quand cette ordonnance est prise, ce qu'il y a de très amusant, c'est que l'état d'urgence est déclaré, on commence à être tous confinés, nous, chez nous, et mis en télétravail pour passer nos actes. Et donc, il y a une sorte de coup d'arrêt lors du confinement et du télétravail. On réagit un peu dans tous les sens et l'ordonnance du 2020-306 intervient. Et là, branle-bas de combat, on se rend compte à la lecture de cette ordonnance que, en fait, sauf exception rare, eh bien, on ne pourra finalement recommencer à faire des ventes immobilières que courant l'été, voire pour beaucoup à la rentrée de septembre. Et là, on se rend compte que, en tout cas pour les praticiens que nous sommes de la vente immobilière, c'est quelque chose qui s'avère totalement catastrophique. Et ce que le notariat a vécu, eh bien d'autres bien sûr l'ont vécu, les promoteurs notamment, mais également toute une autre série d'acteurs de l'immobilier. Et à partir de là,
eh bien, la levée de bouclier a abouti à l'intervention de modification de cette ordonnance du 25 mars 2020 pour mettre en place toute une série de dispositifs qui soient plus adaptés au monde de l'immobilier. Donc la première, le 15 avril, qui traite notamment des délais dans le domaine de l'urbanisme, droit de préemption, autorisation d'urbanisme. Après, celle du 22 avril, qui élargit le champ des autorisations concernées par cette ordonnance du 15 avril, qui a réduit les délais dans lesquels tout se figeait. Et puis, intervient l'ordonnance du 7 mai qui décorrèle la fin de l'état d'urgence, du délai dans lequel tout est figé par rapport aux autorisations. Et enfin, on a une ordonnance du 13 mai qui procède de la même manière, qui décorrèle la fin de l'état d'urgence de la fin de la période juridiquement protégée pour tout ce qui n'est pas concerné par l'ordonnance du 7 mai. Alors, avant qu'on rentre dans le détail de tout ce qui s'est passé et de tous les impacts de cette ordonnance sur la vente immobilière, je rappellerai juste, pour éviter d'avoir à y revenir, mais je pense que beaucoup d'entre vous connaissent bien sûr ces articles, mais donc l'ordonnance du 25 mars comprend plusieurs articles très importants qui donc ont un impact sur les ventes immobilières. Alors bien sûr, il y a l'article 1. Donc article 1, maintenant, dernière version, puisqu'il y a eu plusieurs versions de l'article 1, mais donc maintenant, dernière version de l'article 1 qui cale les délais dans lesquels la situation est figée entre le 12 mars 2020 et le 23 juin 2020, puisque donc désormais, tout est décorrélé de par l'ordonnance du 25 mars 2020 de l'état d'urgence sanitaire, ce qui n'était pas le cas au départ. Autre article, bien sûr, extrêmement important, qui a été modifié également très vite, c'est l'article 2, qui vient dire que tout acte, recours, action en justice, formalité, inscription, déclaration, notification ou publication prescrit par la loi ou le règlement, à peine de nullité, sanction, etc., donc est reporté à la date du 23 juin. Donc article très important, mais article aussi très important qui ne parle que de délais légaux et qui qui considère que tous les délais contractuels n'entrent pas dans le champ de cet article. Et on verra que ça aura des importances, que ce sera extrêmement important en ce qui concerne les actes de vente. Alors, et Michel, je te coupe 2 secondes. Une précision en plus sur l'article 2, comme ça on n'y revient pas non plus. Vous avez bien entendu que ce qu'a dit Michel, c'est que cet article 2 organise un report des délais, donc c'est ni une suspension, ni une interruption comme on est habitué à les connaître, c'est bien juste un report. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que les parties peuvent parfaitement décider d'accomplir la notification, l'acte, etc., qui était prescrit dans le délai initialement imparti. On n'est pas paralysé pendant la durée fixée par l'article 1. Et simplement, si les parties n'ont pas pu accomplir la prestation, l'acte, la notification dans le délai imparti, eh bien, on considérera qu'elles ne sont pas tardives si elles l'accomplissent pendant le délai qui va repartir à 0 à partir du 24 juin et dans la limite de 2 mois de toute façon. Voilà, donc c'était juste la petite précision pour ne plus y revenir sur cette notion de report qui est une notion un petit peu particulière en l'occurrence. Merci de cette précision, Coralie. Alors, autre article extrêmement important, on reviendra sur l'article 2 par rapport à un certain nombre de sujets, mais autre article important sur lequel on va aussi revenir, c'est bien sûr l'article 4. L'article 4 qui touche les astreintes, les clauses pénales, les clauses résolutoires, ainsi que les clauses prévoyant une déchéance
d'échéance qui, là, vont pouvoir être traités, enfin, sont traités par l'ordonnance, hein. C'est un peu l'exception par rapport au délai contractuel, et donc donc on va pouvoir imaginer un report de délai, et ça c'est extrêmement important dans la pratique, et ça aussi suite au lever de bouclier, suite à la première ordonnance. C'est un texte qui a été modifié le 15 avril. Et puis vous avez aussi deux titres, le titre 2 et le titre 2 bis, qui vont traiter des délais relatifs aux procédures en matière administratif. Donc on va avoir deux régimes différents. On va avoir le régime notamment de l'article 7 qui va traiter de toutes les autorisations sauf celles qui sont prévues à l'article 12 ter et le titre 12 ter et 12 quater, et qui donc est géré par le titre 2, le titre 2 bis de l'ordonnance. Donc on a ces premières dispositions qui en fait comprend tout sauf dans le titre 2, article 7, et donc où on va avoir une période d'arrêt qui va être comprise entre le 12 mars et le 23 juin à minuit. Et ensuite, on aura le titre 2 bis avec les articles 12 bis, 12 ter et 12 quater notamment, qui donc vont prévoir des délais différents situés entre le 12 mars et le 23 mai à minuit. Je ne vais pas y revenir de manière précise puisque ça a été brillamment traité par Élise. Donc, c'est cette fameuse ordonnance. Donc, cette fameuse ordonnance, eh bien, en ce qui concerne les promesses de vente, en ce qui concerne les conditions suspensives des promesses de vente, va avoir de nombreuses conséquences. Alors, ce qu'on peut constater par rapport à tout ça, c'est que, en fait, on va avoir trois grands types de conditions suspensives. On va avoir les conditions suspensives qui vont être liées aux autorisations d'urbanisme et aux autorisations connexes aux autorisations d'urbanisme, donc qui vont donc quand on parle celles liées aux autorisations d'urbanisme, aux autorisations connexes, c'est celles qui sont relatives à la délivrance de ces autorisations et au caractère définitif de ces autorisations. Donc, comme vous l'a expliqué Élise, sous réserve, on va dire, du sujet de l'article R600-1 du Code de l'urbanisme, on peut considérer que les choses ont été réglées par la dernière ordonnance du 7 mai. Mais donc pour ces conditions suspensives, on va dire que on a une période qui se termine au 23 mai à minuit. Deuxième type de conditions suspensives, c'est celles qui sont liées à toutes les autres autorisations. Donc celles qui ne sont pas liées aux autorisations d'urbanisme ou autorisations connexes. Alors on peut prendre les autorisations environnementales par exemple. On peut également prendre les AG, comme on vient d'en parler, les AG de copropriété, puisque en fait les AG de copropriété peuvent faire l'objet de recours, objets de recours qui vont être traités par l'article 2. Et donc dans ce cas-là, la fin de la période d'arrêt, ce n'est plus le 24 mai, mais le 23 juin. Donc on voit déjà qu'on est sur des décalages de fin
de ces conditions suspensives. Et enfin, on a aussi celles qui ont un caractère purement contractuel, par exemple l'établissement de diagnostics pour vérifier tel ou tel point qui ont été fixés dans un certain délai, et là, bien sûr, absolument pas traités par les ordonnances. Et donc, en fait, on voit déjà que par rapport à, on va dire, la reprise, les moments où on va effectivement pouvoir signer les actes, en fonction des types de conditions suspensives, la reprise va être plus ou moins rapide. C'est-à-dire que, comme les délais sont différents, la reprise sera, la possibilité de signer les actes seront différentes. Alors, l'autre point important par rapport à ce qu'on vient de dire par rapport aux conditions suspensives, c'est que comme l'article 2 ne touche pas les délais contractuels et que rien, à part l'article 4 sur les pénalités, les astreintes, rien n'est prévu sur les délais contractuels, en fait, tous ces reports d'obtention d'autorisation, reports des délais en ce qui concerne les recours ou report des points de départ des délais, eh bien, vont avoir des incidences sur le délai, les délais de réalisation des actes. Donc ça c'est un point important. Et donc de deux choses l'une, soit en fait les contrats sont écrits de telle manière que eh bien il n'y a pas de problème parce que soit on a des échéances extrêmement lointaines, soit on a des clauses de prorogation et on va dire tout va bien et on va attendre que les autorisations soient délivrées, les délais purgés et donc tout va bien. Soit eh bien les suspensions, les reports de délai ne sont pas en cohérence avec les délais de réalisation des conditions suspensives et de la promesse. Et là, va commencer les difficultés et il va falloir un peu aller voir dans le droit commun comment faire. Oui, et finalement, qu'est-ce qui va rester aux contractants qui se trouvent dans l'impasse ici? Si les clauses de prorogation automatique qu'évoquait Michel à l'instant ne permettent pas de faire proroger justement la promesse sans avoir d'action à mener, bien, le premier recours, évidemment, ça va être de négocier un avenant de prorogation de la promesse pour prendre en compte cet impact finalement indirect de l'ordonnance 306 qui est venu proroger, qui est venu empêcher l'accomplissement de certaines conditions suspensives par la suspension de certains délais, et donc on se retrouve ici dans une impasse. Et puisqu'on est dans une impasse, eh bien, il semble assez naturel de négocier un avenant. Et puis, face à un contractant qui serait récalcitrant, le rappel du principe de bonne foi qui régit les relations contractuelles, qui s'impose à tous les co-contractants, de la négociation à l'exécution du contrat, ne sera pas de trop et permettra d'agir de concert, puisqu'on est dans une impasse à cause des effets de l'ordonnance. Il est donc nécessaire d'en tirer de façon de bon sens les conséquences et de signer un avenant de prorogation. Malheureusement, certaines situations seront plus conflictuelles et l'accord de bonne volonté ne parviendra pas à faire signer cet avenant. Que va-t-il pouvoir se passer dans ce cas-là ? Est-ce que l'acquéreur qui souhaite rester dans les liens contractuels, parce que c'est de ça qu'il s'agit, est-ce que l'acquéreur qui, face à une condition qui défaille au moment où on aurait dû la lever, le délai pour la lever est terminé, la promesse risque de disparaître, que faire ? Et que faire si l'on ne parvient pas à signer un avenant de bonne foi ?
avec en tout cas un avenant de prorogation plus exactement, eh bien il restera toujours la possibilité pour cet acquéreur d'aller se placer sur le terrain de l'exécution du contrat. C'est-à-dire, eh bien, si l'on est en promesse synallagmatique de vente, il va falloir renoncer au bénéfice des conditions qui ne sont pas réalisées pour transformer l'essai finalement et ne plus être en simple promesse synallagmatique. Et puis, lorsqu'on va être dans une promesse unilatérale, de surcroît, au-delà de la renonciation au bénéfice des conditions, il va falloir lever l'option. L'acquéreur sera ainsi assuré de rester dans les liens contractuels qu'il souhaite, le cas échéant en subissant un retard dans la signature de l'acte de vente. Pourquoi? Parce qu'on se doute bien qu'un vendeur qui est récalcitrant à signer un avenant de prorogation de délai pourrait également être récalcitrant à venir signer la vente, puisque probablement il ne souhaitait plus lui-même rester dans les liens contractuels. Or, vous savez que souvent, on prévoit dans les promesses, en cas de levée d'option ou en cas de réalisation des conditions dans les PSV, un délai pour venir réitérer, signer l'acte de vente définitif pour qu'il puisse être publié. Et ce délai est en général sanctionné par une clause pénale, voire même une clause résolutoire. Et ici, entrera en jeu l'article 4 qu'on a rapidement évoqué et qu'on étudiera un petit peu plus avant tout à l'heure, cet article 4 qui vient suspendre les clauses pénales, les clauses résolutoires, etc., qui sont prévues dans nos contrats. Donc c'est pour ça qu'on pourra subir un retard dans la finalisation de la vente, puisque là, on pourrait subir ce refus de l'un des concontractants qui ne pourrait pas être sanctionné pour le moment. Mais il ne s'agirait plus que d'un retard, donc, puisqu'il y a bien un moment où l'effet de la suspension va s'arrêter. Et en revanche, l'acquéreur qui tient à tout prix à rester dans le lien contractuel et donc à acheter finalement, eh bien, se trouvera ici préservé, puisque sa promesse ne va pas disparaître dans les limbes par le fait de la défaillance d'une condition suspensive, effet indirect donc de l'ordonnance. Je voudrais juste qu'on s'arrête quelques instants sur la renonciation au bénéfice d'une condition. Cette possibilité, elle est consacrée dans le Code civil à l'article 1304-4 du Code civil, et elle est consacrée depuis la réforme de 2016. Il faut bien avoir en tête que, évidemment, on ne peut renoncer à une condition que si elle a été stipulée dans son intérêt exclusif. Et donc, on va pouvoir ainsi sauver le contrat. Souvenez-vous que l'article 1304-6 dispose très, très expressément qu'en cas de défaillance de la condition suspensive, l'obligation est réputée n'avoir jamais existé, de sorte que la promesse a vocation à disparaître si la condition n'est pas levée à l'issue du délai qui était imparti pour le faire. D'où cet intérêt d'y renoncer. Mais attention, le bénéficiaire de la promesse qui va renoncer à une telle condition va devoir le faire en connaissance expresse des risques que cela comporte pour lui, puisqu'alors, si l'événement qu'il avait érigé en condition suspensive ne se réalise pas, par exemple, il n'obtient jamais le permis de construire qu'il souhaitait, eh bien, il ne bénéficiera plus de la protection initiale que lui-même avait souhaitée. Il sera donc contraint de choisir, s'il était dans une promesse unilatérale, entre perdre l'indemnité d'immobilisation ou acquérir malgré tout avec un projet qui n'aura donc forcément plus la même physionomie. Il en va de même lorsqu'on est dans une PSV et qu'il aura renoncé à cette condition suspensive. Si on est toujours sur l'exemple de l'obtention d'un permis de construire, eh bien, il sera donc contraint, lui, directement, à partir du moment où il renonce à la condition, on va constater la vente entre les parties, et il faudra donc qu'il achète, qu'il accepte de venir réitérer dans l'acte de vente son consentement, alors même que son projet n'aura probablement plus rien à voir avec ce qu'il avait imaginé au départ. Donc peut-être que ça peut avoir un intérêt, mais il faut être bien conscient des risques que cela comporte pour lui. Et puis, un deuxième point sur lequel je voulais m'arrêter ici, c'est la levée d'option. La levée d'option donc, dans la promesse unilatérale de vente est donc tout à fait possible, y compris si toutes les conditions n'ont pas l'air d'être remplies, mais ça va avoir lieu à condition de lever certaines embûches et puis de prendre certains risques. Les embûches, elles vont résulter des stipulations contractuelles qui organisent en général la levée d'options. Et bien souvent, elles imposent à l'acquéreur, par exemple, pour que sa levée d'option soit efficace, de payer le prix et les frais.
Donc pour lui, ça va impliquer peut-être plus avant, plus précocement que prévu, de confiner ce prix dans les mains de son notaire. Il va falloir évidemment qu'il ait levé les conditions suspensives ou qu'il y ait donc renoncé, comme on vient de le dire. Et puis, il faudra ensuite venir réitérer l'acte par acte authentique la vente. Et ici encore, bien cette remarque que si le vendeur est récalcitrant, l'acquéreur qui tient vraiment absolument à acheter le bien en question a de bonnes chances de voir un vendeur qui va traîner à nouveau la patte ici et à ne pas vouloir signer l'acte de vente et se réfugier sous la protection de l'article 4. Petite parenthèse ici, c'est vrai qu'on ne peut pas s'empêcher de songer si pour un acquéreur qui est pressé d'être propriétaire et de l'afficher, que son titre soit opposable au tiers, on peut songer à la solution qu'avait pu proposer le professeur Gisbert, c'était dans un article du 28 avril 2017 au JCPN, qui consiste à faire publier la promesse unilatérale de vente, qui est signée par acte authentique et qui contient l'engagement ferme et définitif de vendre de la part du promettant, et de publier également la levée d'option qui sera également constatée dans un acte authentique, éventuellement unilatéral puisqu'on a là par définition un vendeur qui est récalcitrant, et cette levée d'option contiendra donc le consentement de l'acquéreur à acheter. Et donc eh bien, la rencontre de la volonté du vendeur et de l'acquéreur se trouvant réunis, on pourrait publier et donc se passer d'abord à réitérer la vente. Tout ça impliquant un certain nombre de vérifications préalables évidemment. Donc voilà les embûches qu'on peut rencontrer quand même dans la levée d'options. Et puis les risques, eh bien les risques, on retrouve un petit peu ce qu'on a évoqué au moment de la renonciation à une condition suspensive. En levant l'option, alors même que par définition, les conditions qu'il avait érigées en conditions suspensives pour se protéger ne sont pas réalisées, l'acquéreur court le risque que je vous évoquais tout à l'heure d'acheter alors même qu'il n'est plus protégé et que donc peut-être son projet a changé de physionomie. Donc il le fera, mais en parfaite connaissance de cause et au notaire de s'assurer de la parfaite connaissance de cause de l'acquéreur, puisque si jamais, par exemple, si on regarde l'exemple du permis de construire qui n'est jamais obtenu, eh bien l'acquéreur devra se contenter d'un terrain sur lequel il devra repenser un autre projet, mais qui ne sera plus le même puisque le permis de construire lui aura été refusé. Donc voilà ce qu'on peut dire sur les solutions qu'on peut envisager pour des promesses voilà, qui étaient pendantes pendant cette période que nous connaissons et qui se sont trouvées chamboulées par un délai qui a empêché des conditions suspensives de se réaliser. Alors, juste pour conclure sur cette partie, très clairement, il faut conseiller ce que disait Cyril tout à l'heure, c'est-à-dire d'avenanter et d'essayer de se mettre d'accord et de faire en sorte, en tant que conseil de nos clients, de les amener à trouver un accord, sachant que nous, aujourd'hui, dans notre pratique, ce qu'on constate, c'est que en fait, on a un peu trois hypothèses, puisqu'en fait on est surtout dans des négociations d'avenant. Donc on a les négociations d'avenant qui ne posent pas de difficultés et qui vont donc réadapter les délais à la réalité, tout en, et on le verra tout à l'heure, adaptant les clauses aux questions du Covid. Par ailleurs, on a aujourd'hui des renégociations d'avenant qui posent questions et problèmes parce que on renégocie les délais, mais en parallèle on renégocie le prix, et donc là c'est là où on a des difficultés et on reparlera de toutes ces conséquences dans le cadre des outils de droit commun. Et puis on a un cas particulier qui est le cas des contrats avec les collectivités locales, et là, on va dire que la situation liée aux élections est une vraie difficulté, puisque en fait se pose la question de la nécessité sur certains actes de devoir redélibérer. Et quand on a des exécutifs municipaux qui n'ont pas été renouvelés encore, eh bien, les sujets sont difficiles à traiter.
Alors, autre sujet, donc bien sûr impacté par les textes, c'est bien sûr le droit de préemption. Alors, droit de préemption public, droit de préemption privé. Et on va dire que les droits de préemption publics et privés ont des régimes différents, puisque les droits de préemption publics ont été traités par les textes, alors que les droits de préemption privés ne sont pas traités spécifiquement par les textes. Alors, et n'ont pas bénéficié d'un régime ad hoc. Donc, sur les droits de préemption publics, donc droit de préemption urbain, ZAD et droit de préemption des SAFER, on est régi par l'article 12 quater de l'ordonnance du 25 mars 2020 qui a été modifiée par l'ordonnance du 15 avril puis du 7 mai. Donc on est sur des délais réduits. Et donc en ce qui concerne les DIA dont le délai de 2 mois n'avait pas expiré avant le 12 mars, eh bien les délais sont suspendus et repartent à partir du 24 mai. En ce qui concerne les DIA envoyés pendant la période du 12 mars au 24 mai, les délais repartent à partir du 24 mai. Alors, ce qu'il faut savoir et ce qui est important en la matière, c'est que de nombreuses collectivités territoriales ont continué à instruire les décisions de préemption, notamment la ville de Paris, puisque c'est ce que j'ai pratiqué le plus, et elles ont continué pour justement permettre à l'activité de continuer. Elles ont renoncé expressément aux décisions de préemption. Alors d'aucuns se sont posé la question de savoir si c'était possible de le faire, puisque pour les DIA qui sont arrivés pendant la période comprise entre le 12 mai et le 24 mai, on parle d'un report du point de départ des délais. Donc certains se sont dit ah, mais donc ça veut dire que le droit n'est pas ouvert et donc que les collectivités ne peuvent pas renoncer. Je ne partage pas cette position, et d'ailleurs le gouvernement l'a également dit et analysé de la même manière. L'esprit de la loi du 25 mars, de l'ordonnance du 25 mars et de tous les textes qui ont suivi, c'est de protéger les administrations qui n'étaient pas en mesure de faire, et pour éviter des décisions tacites qui iraient à l'encontre de l'intérêt général ou du souhait de la collectivité territoriale. Et donc, à partir du moment où la collectivité est en mesure d'instruire et de renoncer notamment à la préemption, je considère que ces décisions de préemption, notamment et de renonciation à préemption surtout, sont parfaitement régulières. Sachant qu'il y a certaines collectivités territoriales qui ont continué à préempter pendant la période de préemption. Je n'irai pas plus loin parce que le temps passe, mais de toute façon, ce que l'on fera avec Coralie, c'est qu'on vous transmettra un point précis sur l'ensemble des délais en matière de préemption et la manière dont ils sont traités. Donc, passons au droit de préemption privé où finalement les choses sont moins évidentes. Et oui, moins évidente parce que l'ordonnance 306 n'a pas, ne les évoque pas en particulier, et donc se pose la question de savoir s'ils sont concernés ou pas. De quoi s'agit-il d'abord? Les droits de préemption privés, eh bien, il s'agit des droits de préemption qui sont offerts par une loi à des personnes privées. On pense notamment aux locataires d'habitation, qu'il s'agisse du droit de préemption offert par la loi de 89 ou encore celui de la loi de 75, aux preneurs commerçants avec le fameux droit de préemption dit Pinel, organisé par l'article L146-1 du Code de commerce, ou encore au preneur rural ou même à l'indivisaire. Et donc le débat est né tout de suite, dès la parution de l'ordonnance 306 du 25 mars, de savoir si ces droits de préemption devaient bénéficier ou non du report organisé par l'article 2.
puisqu'il est clair que ces droits de préemption ont une origine légale. C'est bien la loi qui impose un délai au locataire, à l'indivisaire, pour indiquer s'il entend ou non acquérir le bien une fois que la vente lui a été notifiée. Et passé ce délai, il est bien clair également que les textes prévoient qu'il ne pourra plus manifester une telle volonté et que donc la possibilité de devenir propriétaire de l'immeuble convoité ne lui sera plus offerte. Alors, faut-il considérer, c'est le débat qui n'est pas tranché, faut-il considérer qu'il perd un droit, auquel cas l'article 2 a vocation à s'appliquer, ou bien, comme cela a pu être proposé, peut-on déduire de son silence gardé pendant le délai qui lui est imparti pour se prononcer, eh bien que finalement il ne perd pas un droit, mais qu'il exerce son option de ne pas acquérir, et ce qui aurait permis d'exclure les droits de préemption des personnes privées du champ de l'article 2. L'ordonnance 427, qui a réglé un certain nombre de sujets, on en reparlera un petit peu plus tard, et Michel l'a déjà évoqué un petit peu au début, du 15 avril, n'a malheureusement à cet égard apporté aucun éclaircissement. Et du coup, la lecture prudente qu'on avait adoptée et que l'on continue d'adopter, c'est d'appliquer l'article 2 dans la mesure où l'arrivée du terme conduit à priver le bénéficiaire de la faculté de préempter, et dans la mesure également où la sanction d'une vente passée au mépris d'un droit de préemption d'une des personnes privées est également la nullité. Et on soulignera ici qu'il y a certains auteurs, à la suite de la parution de l'ordonnance 427, qui ont tiré argument du silence conservé par les rédacteurs de l'ordonnance pour confirmer que les droits de préemption des personnes privées étaient bien inclus dans le champ de l'article 2. Pourquoi ? Parce que les rédacteurs de l'ordonnance 427 ont expressément exclu un certain nombre de délais, et quand ils ne l'ont pas fait, ça a pu être la chancellerie après. En revanche, le silence a été clairement gardé, alors même que le débat avait été remonté sur ce sujet, et donc on peut effectivement imaginer aussi que ce silence était à dessein. Pourquoi ce débat est important? C'est qu'il faut bien avoir conscience que les conséquences du report de ces délais offerts à des personnes privées pour préempter peuvent avoir un effet anti-économique fort, puisque tant que le bénéficiaire n'a pas expressément renoncé ou tant que le délai imparti pour se prononcer n'est pas écoulé, la vente ne peut pas être conclue. Et je vous donne un exemple. Un droit de préemption Pinel, donc qui bénéficie à un locataire commerçant, a été notifié le 15 mars. En principe, la fin du délai pour se prononcer était le 15 avril. Et donc, s'il y avait un silence de son locataire, du locataire, eh bien, la vente aurait pu être passée dans la deuxième quinzaine d'avril. Sauf que, puisqu'il est possible que l'article 2 s'applique et que la lecture prudente conduit à appliquer l'article 2 à ce droit de préemption, eh bien, il faut considérer que le délai pour le locataire pour se prononcer est reporté, et que donc s'il ne s'est pas prononcé dans le délai qui lui était imparti, il pourra toujours le faire encore jusqu'au 24 juillet finalement, c'est-à-dire un mois de plus qui va courir à compter du 24 juin, c'est-à-dire après l'expiration de la période protégée. Ce qui va laisser donc un délai très long pour se prononcer. Et on voit bien que pendant ce temps, eh bien, le bien est paralysé, la vente ne peut pas être passée, on ne pourra, s'il ne se prononce pas, eh bien, on ne pourra réaliser la vente qu'à partir du 25 juillet. Évidemment, on pourrait obtenir une renonciation express du locataire ou de l'indivisaire. Simplement, dans le cas où les relations sont difficiles avec ce locataire, dans l'exemple, le locataire commercial qui va justement décider d'utiliser les circonstances pour tirer bon profit à son égard, pour par exemple essayer de renégocier des conditions avantageuses dans son bail, ou pour tout simplement souhaiter bloquer son propriétaire avec lequel il entretient des relations ombrageuses. On voit bien que c'est la porte ouverte à des comportements parfois négatifs et qui vont tout simplement bloquer la possibilité de conclure les ventes. Un point en revanche, donc le débat porte vraiment sur la possibilité ou non de préempter, donc de dire je souhaite acquérir, y compris au-delà de mon délai initial parce que potentiellement il a été reporté par le jeu de l'article 2. En revanche, il y a un deuxième délai qui est toujours prescrit par ces textes légaux dans le cadre de l'exercice de ces droits de préemption privée, c'est le délai pour réaliser la vente, comme disent les textes, c'est-à-dire pour signer l'acte de vente une fois
que le bénéficiaire du droit de préemption a décidé de préempter. Dans ce cas-là, en général, la loi laisse 2 mois, voire 4 mois lorsqu'il entend recourir à un prêt, pour signer cet acte de vente. Et ce délai est prescrit à peine de nullité de la préemption. Ici, pas de doute, il est évident que le délai indiqué fait l'objet du report de l'article 2 et que donc ces délais de 2 à 4 mois continueront à courir encore pour 2 à 4 mois à partir du 24 juin. Attention, je disais 2 à 4 mois, maintenant ne courront mais que pour 2 mois maximum, puisque l'article 2 met une barrière à 2 mois. Voilà ce qu'on peut dire sur les droits de préemption des personnes privées. Et donc on voit bien, c'est un débat qui est toujours, qui n'a pas été tranché, mais la pratique, et c'est ce que nous on fait tous, c'est de décider qu'elle s'applique. Alors, troisième sujet important et qui a amené à beaucoup de discussions au départ, ce sont tous les délais liés à la protection des acquéreurs personnes physiques et tout le point de savoir si les textes qui s'appliquent et qui ont été mis en place pour protéger les personnes physiques étaient touchés par l'article 2 de l'ordonnance et donc reportés post-fin de période juridiquement protégée. Alors, l'ordonnance est intervenue donc le 25 mars. Dès le 25 mars, question dans tous les sens par rapport aux ventes immobilières. Est-ce que les délais de rétractation légaux et les délais de réflexion étaient impactés par l'article 2 de l'ordonnance? Donc, je vais aller très vite sur ce point parce que le temps passe et on a encore beaucoup de choses à vous raconter. En fait, sur les délais de rétractation légaux, donc c'est l'article L271-1 du CCH pour les promesses et contrats de réservation de biens à usage d'habitation bénéficiant à des non-professionnels, ou le L442-8 du Code de l'urbanisme pour les lotissements soumis à permis d'aménager. Sur le délai de réflexion, c'est le délai pour accepter une offre de prêt, ou le délai en cas de vente d'un bien qui n'est pas précédé d'un avant-contrat. Eh bien, ces délais, et on s'est surtout posé la question des délais de rétractation légaux, ces délais, depuis l'ordonnance du 15 avril, ont été expressément exclus de l'article 2 de la loi du 25 mars 2020, et donc de l'ordonnance du 25 mars 2020, et donc aujourd'hui ne pose plus de difficultés. Ces délais de rétractation et délais de réflexion ne sont pas concernés par le report de délai de l'ordonnance du 25 mars 2020. Alors aujourd'hui, il y a un point de discussion qui est la question du caractère interprétatif de ce dispositif, parce que en fait, le 25 mars, le premier texte intervient. Le 15 avril, on vient de dire que le délai de réflexion et de rétractation ne sont pas concernés par ces textes. Et donc, on peut se poser la question de savoir quelle sera la position notamment de la CEDH si on était en présence de renonciation tardive, puisque en fait, déjà, premièrement, on ne savait pas si les textes s'appliquaient au droit de rétractation et que la doctrine était très partagée sur le sujet, et qu'on était entre le 25 mars et le 15 avril dans une situation très différente, puisque en fait le début du confinement était une période beaucoup plus complexe pour tout le monde, puisque il s'agissait de s'organiser pour les enfants, pour le télétravail, etc. Et donc on ne sait pas quelle sera la position notamment de la CEDH dans l'hypothèse où si en fait on avait des contentieux sur ces sujets-là. Donc je passe parce que le sujet est réglé. Alors le sujet est moins simple, même si on peut, Coralie va nous le dire, considérer qu'aujourd'hui, en pratique, il est réglé, mais le sujet est moins simple sur la condition suspensive Scrivener.
Oui, donc cette condition suspensive Scrivener, donc, qui est celle qui protège l'acquéreur d'un bien immobilier lorsqu'il veut recourir à un prêt très très rapidement à nouveau. Pourquoi c'est moins simple? C'est parce que c'est une condition qui est contractuelle, mais qui pourtant puise son origine dans un texte de loi. Et donc c'est là que le débat a pu naître et que le débat n'a pas été tranché par l'ordonnance 427 du 15 avril. On a pu se demander du coup s'il fallait considérer, comme ça avait pu être considéré avant comme inclus dans le report, et ça posait tout un tas de questions dont je vous ferai grâce parce qu'on n'a pas le temps et on va avancer. Pourquoi je vous en fais grâce? C'est parce qu'aujourd'hui, on a dans nos mains la circulaire du 17 avril de la chancellerie qui est venue donc donner des explications sur notamment l'ordonnance 427 du 15 avril. Et cette circulaire renvoie une fiche technique dans laquelle la chancellerie dit expressément qu'il n'y a pas lieu d'inclure le délai lié à la condition suspensive Scrivener dans le report de l'article 2. Du coup, on a fermé la page ici et il n'y a plus lieu d'invoquer l'ordonnance. Et les parties qui veulent obtenir une prorogation doivent se tourner vers le droit commun d'une négociation classique. Alors, on va sortir un petit moment, avant de repartir dans cette ordonnance du 25 mars, on va sortir un petit moment de l'ordonnance pour vous parler d'une innovation extrêmement importante, qui est en fait l'innovation qui concerne les modalités de signature des actes notariés, avec le fameux acte par comparution à distance. Donc, quand la période de confinement est intervenue, la plupart des études notariales, même la quasi-totalité des études notariales, ont fermé. Et en fait, tout le monde a commencé à travailler en télétravail. Alors, pour toute une série d'actes, le fait d'être en télétravail n'a pas posé de difficultés, puisque grâce aux procurations, on a pu continuer à signer des actes, et notamment toute une série de procurations ont été faites à des collaborateurs des études, et on a pu continuer à signer tous les actes soit des actes sous seing privé, soit des actes authentiques avec des procurations sous seing privé qui ont été faites. En revanche, il y a un certain nombre d'actes où, en fait, il y a l'obligation d'avoir un acte authentique. Et donc, le sujet important là en la matière, ça a été notamment la question des ventes en l'état futur d'achèvement, puisque dans le cadre des ventes en l'état futur d'achèvement, les procurations ne peuvent être que faites par acte authentique. Et les professionnels et le notariat notamment ont appelé de leur vœu le gouvernement, et notamment la chancellerie qui était plutôt réticente, à ce que puisse être enfin mis en place l'acte par procédure de comparution à distance, c'est-à-dire un acte dans lequel le notaire puisse ne pas être en présentiel avec ses clients. Et donc, un décret en date du 3 avril est intervenu et a prévu de manière temporaire et dérogatoire, donc jusqu'un mois après la fin de l'état d'urgence sanitaire, donc jusqu'au 10 août 2020 aujourd'hui, de pouvoir faire des actes par comparution à distance, suivant un système de communication et de transmission qui a été agréé par le notariat. Alors, par rapport à ça, deux remarques.
Premièrement, en fait, l'acte par comparution à distance s'est mis en place progressivement dans les études. En fait, on s'est trouvé en présence de deux types de cas. Soit les clients étaient des clients que l'on connaissait et les choses ont été relativement faciles. En revanche, pour les clients que l'on ne connaissait pas et qui n'avaient pas signé d'acte dans les études depuis 10 ans, eh bien, il est obligatoire de passer par un processus d'identification spécifique. Ce processus et ce prestataire extérieur d'identification d'identité spécifique, en fait, on a eu une mise en œuvre assez complexe, compte tenu du fait, dans un premier temps, qu'on était face à des personnes, puisque c'est un système qui est mondial, donc on était en présence de personnes qui ne parlaient pas français ou parlaient très mal le français, et donc pour les particuliers, c'était très compliqué de faire les démarches avec ce prestataire. Après, il y a eu un certain nombre de sujets techniques. On va dire que les choses s'améliorent, mais c'est un élément de complication supplémentaire pour les particuliers, et donc aujourd'hui n'est pas très satisfaisant, et beaucoup appellent à la modification du dispositif, et notamment pour confier au notariat cette responsabilité. Alors, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que c'est une innovation technologique extrêmement intéressante, et qu'aujourd'hui, un texte est débattu au Sénat en vue de mettre en place ce dispositif de manière pérenne pour les résidents étrangers et de faire en sorte d'expérimenter le dispositif pendant 5 ans. Donc, on va dire que c'est pour moi un des effets très positifs du Covid, puisqu'il a obligé tout le monde à se mettre très très vite en ordre de bataille et à très très vite digitaliser ce qui pouvait être digitalisé, et on peut espérer que désormais ça simplifie un certain nombre de choses, et notamment ce qu'il faut savoir, c'est que pour les résidents étrangers c'était un vrai problème, puisque depuis la fermeture on va dire du service notarial dans les consulats, un résident étranger devait venir en France pour signer un acte quand il devait le faire par acte authentique. Donc on peut saluer, on va dire, l'effet Covid positif sur ce sujet-là. Donc on va passer à l'article 4. Ouais, merci Michel pour cette petite incartade hors ordonnance. Du coup, on y revient. Un dernier sujet qu'on voulait regarder avec vous de cet impact direct de l'ordonnance 306 sur la vente immobilière, c'est l'impact qui a lieu au stade de l'exécution du contrat. Et donc, cet impact, il va résulter clairement de l'article 4, qu'on a déjà eu l'occasion d'évoquer à plusieurs reprises, et qui va venir tout simplement bousculer les prévisions contractuelles, puisque les parties ont pu ériger des sanctions, des clauses pénales, des clauses résolutoires, de déchéance, des clauses d'astreinte en cas d'inexécution de l'un des co-contractants qui serait en retard ou qui même n'exécuterait pas du tout son obligation. Et là, l'article 4 vient suspendre ces clauses pendant des durées que l'on va regarder ensemble justement, puisque la rédaction est un petit peu alambiquée et pose certaines questions, mais voilà, cette ordonnance, alors cet article 4 est le fruit des deux ordonnances, c'est-à-dire la 306 et la modification apportée par l'ordonnance 427 pour répondre justement à une demande pressante de la pratique, on va le voir juste après. Et donc, finalement, cet article 4, quand aura-t-il vocation à jouer? Eh bien, je vous donne quelques exemples. En cas de retard dans un délai de livraison ou tout autre stade d'avancement d'une construction qui serait sanctionné d'une façon ou d'une autre, par exemple dans une VFA. Un retard dans un paiement d'une échéance de prix, on pense au prix de la VFA, mais ça peut être aussi un prix à terme. Retard dans une réitération de PSV, on en a parlé tout à l'heure. Retard dans la signature de la vente après la levée d'option. Et plus généralement, à tout retard qui serait sanctionné
tout retard ou toute inexécution qui serait sanctionnée par une telle clause pénale, astreinte, clause résolutoire ou clause de déchéance. Comment cela fonctionne-t-il? On distingue 3 situations dans le texte. La première, qui est la dernière visée par le texte, mais que je vais évacuer tout de suite, c'est celle qui concerne les inexécutions qui ont pu avoir lieu avant le 12 mars et pour lesquelles les clauses qui venaient sanctionner l'inexécution avaient déjà pris leur effet également. Eh bien, ces clauses-là, elles sont suspendues, elles ont vu leur effet suspendu à partir de la publication de l'ordonnance du 25 mars et elles vont reprendre leur cours à partir du 24 juin pour le temps qui restait à courir. Il n'y a pas de reprise à zéro de ces clauses. Par exemple, une clause d'astreinte pour lesquelles il restait 3 jours, eh bien, les 3 jours reprendront à partir du 24 juin. Le deuxième cas qui nous intéresse, c'est l'exécution d'une prestation qui doit intervenir entre le 12 mars et le 23 juin, c'est-à-dire pendant la période qu'on appelait autrefois la période juridiquement protégée et qui donc maintenant, on sait, s'arrête au 23 juin à minuit. Dans ce cas-là, les sanctions sont suspendues pour une durée qui va courir du 12 mars ou, si la date de naissance de l'obligation est plus tardive, à compter de cette date, donc du 12 mars, à la date à laquelle l'obligation devait être exécutée. Alors, je vous donne un exemple, parce que quand on le dit comme ça, c'est pas toujours facile. Une échéance de prix doit intervenir en vertu d'un acte qui a été signé le 15 mars 2020. Cette échéance de prix doit être payée le 15 mai 2020, sous peine de résolution de la vente. Si l'acquéreur ne s'est pas exécuté à bonne date, la clause résolutoire ne va pas pouvoir s'appliquer comme prévu initialement. Pourquoi? Parce que sous l'effet de l'article 4, eh bien, cette clause est suspendue et elle ne pourra jouer que 60 jours à compter du 24 juin. 60 jours, pourquoi? C'est le délai écoulé entre le 15 mars et le 15 mai. Naissance de l'obligation et date à laquelle elle devait être exécutée. Et donc, ça veut dire vers le 24 août, à partir du 24 août. Donc voilà cette première situation, on voit bien, là je vous ai donné exprès un exemple sur un paiement d'échéance de prix, ça pourrait être plein d'autres exemples, mais on voit bien que ça concerne également les inexécutions monétaires. Et ça différencie le troisième cas de cet article 4. Ce troisième cas concerne une prestation qui doit être exécutée au-delà du 23 juin. Pourquoi on parle d'une période au-delà du 23 juin? C'est l'ajout de l'ordonnance 427 qui est venu répondre à une demande très forte de la pratique, notamment du secteur du bâtiment, pour permettre une extension de la suspension des sanctions pour toutes les prestations qui allaient subir des retards par ricochet, par effet domino, des retards qui auront été accusés pendant la fameuse période juridiquement protégée. On pense par exemple à des délais de livraison d'une VFA qui intervient après le 23 juin, alors même qu'il y a bien eu un retard conséquent lié à l'arrêt du chantier, etc., pendant la période juridiquement protégée. Attention ici, l'article 4 a vocation certes à jouer, donc c'est cet apport du 15 avril, mais pas lorsqu'il s'agira d'une inexécution d'une obligation monétaire. Les rédacteurs ici ont estimé qu'au-delà du 23 juin 2020, il n'y avait plus lieu d'appliquer la protection de l'article 4. Donc c'est toutes les inexécutions d'une obligation, hors celles qui pèsent sur un débiteur d'une somme d'argent. Alors, la durée de la suspension va être égale à la période qui est écoulée entre le 12 mars ou, à nouveau, si elle est plus tardive, la date à laquelle est née l'obligation, et le 23 juin 2020. On n'étend pas ici jusqu'à la date de l'exécution théorique de l'obligation qui pourrait amener très loin. Le législateur a voulu ici, le gouvernement a voulu ici s'arrêter à cette date en dur du 23 juin. Je vous donne un exemple concret. Une VFA est signée le 23 mars 2020 et elle prévoit l'achèvement des fondations d'un immeuble le 23 mars, ou même la livraison d'un immeuble le 23 mars 2021 avec une clause pénale en cas de retard. Si la livraison n'intervient pas au plus tard le 23 mars 2021,
la clause pénale ne pourra pas s'appliquer immédiatement, alors même qu'on est bien au-delà du 23 juin 2020. Il faudra attendre 3 mois, c'est-à-dire le délai entre le 23 mars, qui est la signature de la VFA, et le 23 juin, qui est le délai butoir posé par l'article 4, pour appliquer cette clause pénale si la livraison, évidemment, n'est pas intervenue entre-temps. Donc voilà, ça vous montre l'effet réparateur qu'a voulu apporter le gouvernement en améliorant l'article 4 pour l'étendre au-delà du 23 juin 2020, toujours dans la limite de ne pas toucher les obligations monétaires. Une précision sur cet article 4 qui est importante, c'est que l'ordonnance ne gèle que les sanctions contractuelles, ce qui laisse la possibilité aux créanciers déçus de l'inexécution de la prestation de recourir au droit commun qui est organisé notamment à l'article 1217 et puis aux articles suivants du Code civil, la résolution judiciaire, l'exception d'inexécution, la demande de dommages et intérêts, etc., qu'on pourra regarder rapidement ensemble tout à l'heure. Est-ce que les magistrats saisis de telles demandes seront enclins à les accepter? Là, seul l'avenir nous le dira, et on ne peut pas le prédire avec certitude parce qu'en plus, ça vient ici, de telles actions viennent contrecarrer l'effet du législateur qui a voulu justement dégager un débitaire d'une prestation, par exemple un vendeur, un VFA qui n'arrive pas à tenir son délai, on a voulu lui le soulager en ne lui appliquant pas les clauses pénales, en lui laissant plus de temps pour réaliser les tâches qui lui incombaient. Et donc venir octroyer une réparation et donc imposer à ce vendeur en état futur d'achèvement finalement de payer. Donc on a neutralisé la clause pénale contractuelle, mais on reviendrait par la porte de la voie judiciaire. Donc ça viendrait neutraliser. Donc on verra comment les juges auront envie d'apprécier ce genre de comportement. Voilà rapidement résumé l'article 4 et donc le dernier point qu'on avait à voir sur l'effet des ordonnances sur la vente immobilière. Alors, on va aller très vite, hein, puisqu'on est en train d'exploser les délais. Et donc, juste pour la deuxième partie, juste un petit point, je vois les échanges de Mabod, Bérangère, Joly sur l'article 4. Oui, l'article 4 produit des effets après le 23 juin. C'est évident. Et ça a été une réponse à des demandes de beaucoup de praticiens dès la sortie de l'ordonnance du 25 mars. Et le 15 avril, même s'il y a des rédactions qui peuvent éventuellement poser question, l'ordonnance du 15 avril a été faite expressément pour traiter de ce sujet. Alors sur la question de la question des circonstances et la manière dont les circonstances finalement impactent la vente immobilière. Donc on va aller relativement vite parce qu'on n'a plus, on va se dire qu'on va s'accorder 5 minutes sur le sujet et puis on répondra à vos questions puisque on est les dernières à parler. Sur la question de l'impact des circonstances sur la vente immobilière, en fait, trois impacts essentiels sur les délais, sur les modalités de paiement et bien sûr sur le prix. Sur la question des délais, je dirais juste un petit mot pratique sur la question des délais de livraison en VFA, notamment les délais de livraison des VFA avec les particuliers. Dans notre pratique, on a été amené à renotifier et en ce qui concerne la purge SRU, on ne refait la purge SRU que si en fait on est sur des délais qui vont dévier au-delà de 4 mois. Sachant qu'aujourd'hui dans notre pratique, on a des demandes de report de délai qui sont en moyenne de l'ordre de 1 à 6 mois. Donc, en fait,
très vite, la question qu'on s'est posée, c'est est-ce que le droit commun allait permettre de régler tous ces sujets. Et alors, le droit commun, eh bien, effectivement, il nous offre un certain nombre d'outils. Certains vont être faciles à mettre en œuvre, d'autres beaucoup moins. Et on va rejoindre les interrogations qui ont pu être déjà développées avec brio par les intervenants tout à l'heure. Première solution, on l'a déjà évoqué tout à l'heure, mais ça ne fait pas de mal de bien se le mettre en tête parce que c'est important, c'est la bonne foi. C'est évidemment le premier fondement auquel les parties et leurs conseils doivent penser parce qu'il est important d'essayer de rester dans la sphère contractuelle. Pourquoi? Eh bien, pour éviter l'aléa judiciaire que vont imposer le recours aux différents autres mécanismes. Et donc, puisque c'est un devoir général, que l'article 1104 nous dit qu'il est d'ordre public, qu'il s'impose à tous, eh bien, concrètement, il faut en profiter pour tenter de négocier les avenants qui vont bien, allonger les délais contractuels qui n'ont pas été allongés, etc. Et puis, en plus, à défaut d'aboutir, eh bien, le contractant qui aura été déçu pourra toujours prouver la mauvaise foi, dans ce cas-là, de son co-contractant, pour obtenir une réparation si d'aventure il fallait entrer sur ce terrain-là. Donc voilà, donc ça c'est le premier fondement qui est à garder et qui est toujours à privilégier, comme Michel a pu aussi déjà le dire. Le deuxième fondement, c'est l'imprévision. Michel, je te laisse en dire un mot. Oui, j'en dis un petit mot parce que vous en avez beaucoup parlé, Cyril et Jean-Philippe. Je vais peut-être juste dire que aujourd'hui, dans les promesses de vente et les ventes, la pratique est d'avoir renoncé à l'imprévision, donc et notamment dans le cadre des VFA. Aujourd'hui, aux particuliers, les VFA que l'on signe aux particuliers, on renonce à la clause d'imprévision et même dans les VFA blocs dans la plupart du temps. Et pour répondre, je crois, à la question de Bérangère Joly sur est-ce que on pourrait imaginer une renonciation, invoquer l'imprévision pour revoir les prix dans le cadre des VFA aux particuliers. Je pense que là, on entrerait dans quelque chose d'extrêmement complexe, puisque déjà, premièrement, on est dans le secteur protégé, donc avec des mécanismes tout à fait spécifiques de protection des acquéreurs. Par ailleurs, l'autre sujet, c'est que il y a bien sûr le contrat de VFA, mais il y a le contrat de prêt. Donc, il faudrait que le sujet puisse être réglé dans le cadre du contrat de prêt. Et en toute hypothèse, je pense que ça aurait tellement d'impact d'un point de vue économique que je n'imagine pas le gouvernement laisser quelque chose de cette nature se passer. Juste, autre remarque sur la question de l'imprévision. Aujourd'hui, dans les contrats de VFA, la plus entre professionnels, on voit bien que les promoteurs sont en train d'invoquer l'imprévision quand on n'y a pas renoncé, ce qui est extrêmement rare, mais que aujourd'hui, en pratique, eh bien, personne ne veut aller vers cela. C'est un argument de négo, mais tout le monde est en train de trouver le moyen de gérer économiquement les conséquences du Covid dans le cadre des opérations immobilières. Donc, je pense que tout le monde est d'accord pour dire que dans le secteur protégé, la théorie de la prévision nous paraît très très difficile à appliquer. Le troisième du coup outil auquel on peut penser, c'est la force majeure. C'est pareil, on va pas développer trop longtemps ici. La force majeure, plus précisément, c'est le fait du prince, parce que qu'est-ce qui va être retenu? C'est pas tant l'épidémie qui nous intéresse, puisque finalement il y a eu d'autres épidémies, parfois mondiales, des pandémies, etc., qui n'ont pas été reconnues comme des cas de force majeure. En revanche, les mesures gouvernementales,
gouvernementales, hein, les mesures de police administrative, les fermetures, le confinement, etc. Ce qu'on appelle en fait le fait du prince, qui est une variété de force majeure, et bien là, il y a de bonnes chances que ce soit considéré, et on a déjà vu quelques arrêts qui l'avaient considéré, pas en matière immobilière, mais de façon générale, comme de la force majeure. Alors, il faudra bien entendu que les conditions soient réunies, prévues par l'article 1218. Je vous les rappelle, mais on les a déjà vues tout à l'heure. Donc, c'est qu'elles soient imprévisibles, irrésistibles et extérieures, donc que l'événement échappe au débiteur. Il y a de bonnes chances donc que tous ces éléments puissent être réunis. Et les effets, quand elles sont réunies, les effets de la force majeure lorsqu'elle est caractérisée, c'est soit la suspension uniquement du contrat, si l'empêchement n'est que temporaire, soit même la résolution lorsque l'empêchement est définitif et que l'on ne peut plus exécuter le contrat. En pratique, est-ce que dans tout contrat, on pourra comme ça invoquer la force majeure lorsqu'on ne parvient pas à trouver d'autres solutions? Bien, d'abord, il faudra quand même toujours revenir à la source et relire les contrats. Y a-t-il ou non des clauses relatives aux forces majeures? Et il y a un certain nombre d'actes, alors ça va dépendre des typologies d'actes, on pense notamment aux actes de VEFA où les événements de force majeure sont souvent listés. Et d'une part, il faut regarder la liste, les éventuelles exclusions, et les effets, comment les parties ont entendu traiter l'arrivée d'un événement de force majeure. Parce que ce que dit la loi n'est absolument pas impératif, il est tout à fait loisible aux parties d'adapter leurs clauses comme elles le souhaitent. Et donc, lorsque les parties n'auront pas contractualisé la force majeure, ici, le rôle du juge arrivera et on verra bien, parce que là, on est trop près pour le savoir, si c'est reçu et dans quelle mesure c'est reçu. Au-delà de la force majeure, et je m'arrête là exprès parce que je pense que ça ne sert pas de reprendre vraiment plus loin, les actions fondées sur le droit commun, parce que l'imprévision et la force majeure, ça tient au caractère exceptionnel des circonstances qui nous entourent, et donc les actions fondées sur le droit commun qu'on a un petit peu évoqué tout à l'heure, c'est celles qui sont dictées par l'article 1217 du Code civil. On pense notamment à l'exception d'inexécution. Vous savez, c'est l'article 1219 qui en parle, et la partie qui va se prévaloir de la suspension du contrat est celle qui cesse d'exécuter ses obligations en réponse à une inexécution qui est manifestement grave de son co-contractant. Et donc, pourquoi pas avoir ça qui se présente dans la vente immobilière. Je ne suis pas sûre qu'on rencontre si fréquemment le jeu de l'exception d'inexécution, mais c'est à voir. En tout cas, c'est un outil qui bénéficie aux parties. Est-ce que la résolution pourra être actionnée? Pourquoi je vous parle de la résolution? C'est parce qu'on a vu tout à l'heure que dans l'article 4, les clauses résolutoires sont, elles, paralysées par l'ordonnance 306. Est-ce que donc, en revenant par la porte de la résolution judiciaire, le contractant déçu du retard ou de l'inexécution, qui n'est donc pas sanctionné pour le moment, pourrait l'obtenir par voie judiciaire? La réponse est oui, sur le principe. La résolution judiciaire, c'est les articles 1227 et 1228 du Code civil qui le prévoient, peut toujours être demandée. Et à partir du moment où les ordonnances n'ont pas entendu paralyser les actions de droit commun, eh bien, il est possible à l'une des parties d'actionner une telle demande. On pourrait également penser aussi à une action qui tendrait à obtenir des dommages et intérêts venant réparer le retard subi. Alors on sait bien que la clause pénale, par exemple, a pour objet justement de réparer un tel dommage, et donc venir demander des dommages et intérêts en justice alors même qu'on avait tenté de protéger celui qui ne s'est pas exécuté, probablement parce qu'il en a été empêché ou ralenti à cause des effets du confinement. Est-ce qu'un juge va être enclin à accepter d'allouer ce genre de dommages et intérêts ou d'accéder à une demande de résolution judiciaire? Évidemment, ça dépendra des circonstances de l'espèce. Peut-être que certains cas le justifieront, mais c'est vrai qu'il faut avoir en tête cette balance un petit peu étrange de venir annihiler finalement l'effet souhaité par le gouvernement par le jeu de l'article 4. Voilà, donc on verra bien, et là on n'a pas de boule de cristal, on verra bien comment les juges se prononceront, et même on verra bien, y aura-t-il des enjeux judiciaires là-dessus.
Alors, on va arrêter là. On va juste dire, c'est qu'aujourd'hui, quand on signe des contrats, bien sûr, on tient compte du Covid et qu'on a vu apparaître toute une série de clauses sur ce sujet-là. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va vous envoyer, enfin via bien sûr l'université, un petit condensé des clauses les plus courantes en la matière. Et vous verrez ce qu'il y a comme type de clause. Il y a des clauses de report, il y a des clauses de glissement de délai pour éviter tout ce qu'on a dit tout à l'heure, des clauses pour gérer les situations locatives, etc., etc. Mais je pense que c'est trop tard pour rentrer dans toutes ces mécaniques. Alors désolé, mais en fait avec Coralie, dès le départ, on savait qu'on aurait du mal à respecter les délais parce que en fait, on touche dans le cadre de la vente immobilière à de nombreux sujets. D'ailleurs, c'est ça qui est passionnant quand on traite de vente immobilière. Alors, peut-être qu'on a encore quelques minutes pour répondre aux questions. Sachant que donc sur la dernière question, hein, sur la plupart des contrats ont été conclus avant que la réforme ne soit en vigueur, enfin plus vraiment, c'est-à-dire qu'aujourd'hui on a quand même en matière de vente immobilière et de promesses de vente, on est beaucoup dans le cadre de la réforme pour beaucoup ils sont dans le cadre de la réforme du Code civil. La remarque de Hugues, je pense, avait plus vocation à inviter les parties à prêter attention à la date de conclusion du contrat en indiquant qu'il y avait un avant et un après réforme. Je pense que c'est plutôt ça. D'accord, ok. Parce que dans notre pratique aujourd'hui, on est pour la plupart situé post-réforme. Oui, il en va de même d'ailleurs pour les chantiers, hormis pour des chantiers qui auraient pu durer, mais il en va de même pour les chantiers aujourd'hui, évidemment en matière de construction et en matière de VFA. On a quand même essentiellement aujourd'hui en cours des contrats qui sont post-réforme. C'est vrai, il y en a encore quelques-uns peut-être antérieurs, mais on est quand même globalement dans une hypothèse d'application de la réforme assez généralisée. Alors, enfin, simplement, c'est vrai qu'il est tard. Moi, je regrette, on est un peu frustré, on en a parlé un petit peu avec Élise, on est un peu frustré de vous couper la parole. Si vous avez envie de continuer un peu, il y a personne derrière. Celles et ceux qui veulent rester le peuvent, mais ça dépend évidemment de votre agenda cet après-midi. Mais si vous voulez prendre encore 5 ou 10 minutes, on peut le faire. Mais peut-être que, enfin, je pense qu'il est peut-être plus intéressant éventuellement, comme on a le temps et que je trouve qu'on a des sujets qui se croisent, peut-être qu'on peut éventuellement répondre aux questions et un petit peu débattre sur le sujet. Parce que sur les clauses, hein, enfin, très clairement, on va dire que c'est des clauses qui sont en train de tenir compte du Covid. Et donc qui s'adapte à la situation. Je pense qu'il y a peut-être quelque chose, et on en débattait avec Coralie tout à l'heure, alors je sais pas, Coralie a disparu, mais je la vois plus en tout cas sur mon écran. Elle est là. Les questions n'apparaissent plus sur mon écran. C'est pas grave, je vais les lire. Mais Coralie, si tu es encore là, mais je pense que oui. Je suis là. Oui, là, mais je ne vois plus. Okay. Je pense que c'est intéressant. On s'est posé la question de savoir si aujourd'hui, dans les nouveaux contrats qu'on va passer, on peut toujours renoncer à l'imprévision. De manière aussi simple qu'on l'a fait, en tout cas en matière de vente immobilière. Nous, on signe en gros, en quelque sorte, je dirais, on sort 95% des contrats que l'on signe, où il y a matière, bien sûr, il y a un renoncement à l'imprévision. Donc aujourd'hui, dans les contrats qu'on va signer, est-ce que ce sera toujours le cas ? Sachant que là, récemment, on a un investisseur qui demande, et la négociation est un peu compliquée, demande qu'il y ait une renonciation express à l'imprévision dans le cadre du contrat qui va être signé dans le cadre d'une VFA. Hein, donc le sujet, à mon avis, va beaucoup amener à débat.
Puis ça va être intéressant en plus le sujet de l'imprévision parce que historiquement, en fait, pourquoi on renonce comme ça à 95 ou 99% des cas à l'imprévision, c'est une réaction un peu de défense des privatistes de se dire, oulala, l'imprévision qu'on nous a inculquée dans le Code civil en 2016, on la connaît pas, elle nous fait peur, le juge a toujours refusé de la reconnaître dans la partie judiciaire. Donc on va faire un statu quo ante en renonçant à l'article 1195, comme ça on est sûr qu'on garde la situation qu'on connaissait d'avant. Maintenant, le temps est un peu passé et puis surtout le coronavirus nous a fait ouvrir un peu des yeux. Enfin, en tout cas, on voit les conséquences et c'est intéressant de se poser la question à l'avenir. Enfin, c'est un chantier qu'on va ouvrir plutôt que de renoncer effectivement systématiquement. Dans quelle mesure on peut arriver à contractualiser l'imprévision parce que c'est vrai que ce qui fait peur, c'est l'imprévision qui laisse toute la place au juge, parce qu'il y a l'aléa judiciaire, il y a le temps, il y a le fait que ça échappe aux prévisions des parties, pour le coup. En revanche, il est tout à fait loisible, à moins qu'on vienne nous dire que c'est plus possible, mais je ne crois pas, que les parties contractualisent le jeu de l'imprévision entre elles. Et comment on va arriver à ça? Eh bien, il va falloir qu'on ait des retours d'expérience des acteurs de l'immobilier sur les surcoûts, parce que évidemment l'imprévision c'est que quand on ne parle que d'une une exécution qui devient excessivement onéreuse. Et donc il va falloir arriver à caractériser ce caractère excessivement onéreux. Qu'est-ce que c'est? Comment c'est ressenti? Comment on pourrait le caractériser? Et ça, des retours d'expérience vont être très très importants pour permettre ensuite d'écrire ça juridiquement dans nos contrats et caractériser et organiser les conséquences parce qu'on n'est pas obligé de laisser la main au juge et on peut tout à fait dire dès à présent on pense que ce serait raisonnable de réviser dans tel sens ou dans tel sens les modalités financières du contrat. Donc c'est vrai que ça c'est quelque chose qui va beaucoup nous intéresser. Je ne sais pas s'il y a déjà parmi les participants des gens qui ont commencé à réfléchir à ça, mais c'est un sujet qui va être très intéressant dans les mois à venir. Mais c'est vrai que la remarque de Bérengère et Jean-Philippe est importante, c'est que en fait dans le cadre des VEFA, le sujet bien sûr traite du contrat de VEFA, mais il y a tous les marchés de travaux avec, et donc l'aménagement de l'imprévision bien sûr va s'avérer complexe. Et oui, Michel, c'est exactement ça. On a cette difficulté, c'est ce qu'on a rapidement évoqué tout à l'heure, c'est que finalement le promoteur se retrouve véritablement entre le marteau et l'enclume. Lui, il se retrouve lorsqu'on est en secteur protégé dans un contexte dans lequel il est très difficile pour lui de défendre toute idée de modification du contenu du contrat avec des acquéreurs. Et de l'autre, sachant que on rappelle, en secteur protégé, on a Monsieur et Madame Dupont, on a effectivement le père de famille qui vient pour loger sa femme, son épouse, ses enfants, etc. Mais on a aussi la foncière qui vient acheter 450 logements. On a cette réalité-là. Et donc, on se retrouve en secteur protégé avec d'un côté une espèce d'impossibilité parce que quand la réforme est parue, il y a eu une espèce d'accord de la doctrine et de la pratique pour dire mais en secteur protégé, il est très difficile d'admettre le jeu de la théorie de l'imprévision, sauf acceptation particulière à l'origine de toutes les parties, etc. Et donc on se retrouve d'un côté avec une impossibilité de modification du contrat, et de l'autre des marchés privés dans lesquels les intervenants au chantier vont dire non, mais nous on discute pas, nous il n'y a pas de possibilité de quoi que ce soit. Donc on se retrouve un peu entre le marteau et l'enclume pour le promoteur, et c'est un peu ça que vous soulevez, c'est tout à fait juste. Sur le secteur protégé, la clause d'imprévision ne serait-elle pas abusive? Oui, on peut même se poser cette question-là, en plus compte tenu de la particularité, je dirais, peut-être pas sur les ventes en bloc institutionnelles, mais pour les particuliers, très clairement, compte tenu du fait que les actes de VEFA, en plus, sont des actes, en gros, non discutés, dont on peut se poser la question de la qualification, eh bien sûr que si. Et puis, ça a tellement d'impact par rapport à, finalement, à l'emprunt, notamment, et à la capacité d'emprunt des personnes, que pour moi, c'est quelque chose d'inapplicable. Oui. Et d'ailleurs, la possibilité d'avoir un peu de jeu contractuel dans l'imprévision, ça ne peut concerner que des ventes qui ne touchent pas au secteur protégé, ou en tout cas aux personnes physiques.
Mais je suis d'accord avec vous, Bérangère, sur le fait que réserver le secteur protégé au type de client plutôt qu'au domaine me paraît une excellente idée, mais d'ailleurs, en plus, pas que sur ce sujet-là, sur plein d'autres sujets. Oui, c'est d'ailleurs quelque chose qui fait réagir. Hein, et quand on regarde historiquement 67, on retient un critère objectif, tout simplement parce que le droit de la consommation n'existe pas encore. En plus, on n'a peut-être pas encore pensé à ce moment-là à réserver la protection particulière du secteur protégé à une catégorie donnée de personnes. Là, on a voulu protéger le logement. Alors, on peut dire aussi, quand on envisage le logement, qu'aujourd'hui, c'était particulièrement opportun, avec une vision rétrospective, de protéger déjà le logement en 67, puisqu'on a toujours une crise du logement finalement en 2020. Donc, pourquoi pas? Mais moi, je suis assez d'accord avec cette analyse, parce que quand on envisage la protection accordée à une foncière acquéreur qui va acheter 400 logements comme ça, et qu'on applique aveuglément la protection comme si c'était monsieur et madame tout le monde, je suis assez d'accord avec cette remarque de Bérangère.